Je vous remercie. Donc la première et unique question diverse qui vous est proposée concerne donc cette convention de stage avec l'établissement public local. Est-ce que vous êtes d'accord pour inscrire cette convention de stage? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on l'inscrira à la fin effectivement de l'ordre du jour. Donc le premier point de l'ordre du jour concerne les institutions et la vie politique et l'approbation des procès-verbaux du conseil municipal. Donc est-ce que sur ces approbations de PV, il y a des observations particulières? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne le contrat, donc dans l'administration générale, le contrat cadre Bourg-Centre. On va peut-être attendre Madame Mazema pour évoquer ce dossier-là. Je vous propose donc de passer au point 3, qui est la convention de partenariat avec les villes d'Arles et de Niš en Serbie. Donc il nous a paru opportun d'aller dans le cadre de cette convention, essentiellement, comme je l'avais déjà évoqué, pour tisser du lien avec la ville d'Arles, puisque on vous attend de toute façon pour aborder le point qui vous concerne. Donc bienvenue. Sur la convention de partenariat, donc est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Monsieur Lebel, s'il vous plaît? Donc il s'agit de, dans le cadre de la coopération décentralisée, la ville de Niš en Serbie avait déjà un partenariat depuis de longues années avec la ville d'Arles en matière d'archéologie et de mise en valeur d'un patrimoine archéologique. Et elle a souhaité diversifier un petit peu son partenariat en promouvant également ses artisans. Elle s'est donc rapprochée de la commune de Pézenas, qu'elle connaissait via des anciens réseaux, notamment le réseau AVEC, et également renforcée par la ville d'Arles. Cette proposition a fait l'objet également d'un soutien de la ville. Et il s'agit d'échanger en fait un petit peu, donc c'est du partenariat très léger, mais qui permet à la ville de Niš de bénéficier des subventions du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir venir en France, à Arles et à Pézenas, et voir un petit peu sur place ce qui s'y fait en matière de développement archéologique et de développement des métiers d'art. Ce qui nous intéresse, comme je le disais, c'est essentiellement le lien avec la ville d'Arles, avec qui on a déjà travaillé dans le cadre du réseau des villes européennes de culture, et également donc un lien à créer pour développer demain des conventions qui peuvent aboutir à des programmes européens. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a répondu favorablement à la demande de la ville de Niš, et donc on est financé totalement, comme c'est inscrit dans le projet de convention, par le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous propose de reprendre l'ordre du jour sur le point 2, contrat cadre Bourg-Centre Occitanie Pyrénées-Méditerranée avec le Conseil régional, la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée, l'établissement public foncier d'Occitanie, la Caisse des dépôts et consignations et l'association Sites et Cités Remarquables, et nous-mêmes bien évidemment. Donc ce dossier de Bourg-Centre vous a déjà été délibéré dans le cadre de la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée. Donc vous avez eu des éléments concernant ces dossiers-là. C'est une politique qui nous a été présentée par la vice-présidente de la région, par Mme Brutus, au niveau du bureau de la communauté d'agglomération, et qui a donné lieu déjà, dans le cadre de l'agglomération, à une signature de convention au niveau de la commune de Bessan, qui a été la première à signer cette convention. Et derrière, donc, nous avons actuellement une proposition qui a été travaillée et pour la commune de Montagnac et pour notre commune. Donc Pézenas a souhaité s'inscrire dans cette démarche, qui est une démarche qui nous paraît importante au niveau des domaines qui ont été évoqués: la structuration de l'offre de services diversifiés de qualité, le développement de l'économie et de l'emploi, la qualification du cadre de vie avec la qualification des services publics et le travail à faire sur l'habitat, et puis la valorisation des spécificités locales, notre patrimoine naturel, notre patrimoine architectural, notre patrimoine culturel immatériel.
Donc tout cela s'inscrit bien évidemment dans une démarche transversale, comme cela a été indiqué dans la note écologique environnementale de transition. Donc vous avez eu la présentation du dossier. Est-ce qu'il y a des observations particulières? On peut le représenter peut-être, vous souhaitiez le représenter, Mme Maraval, hein, en quelques minutes peut-être, présenter les grandes briques pour que... Donc effectivement, c'est donc un dossier à l'initiative de la région qui propose de nouvelles politiques contractuelles, donc qui sont destinées aux territoires ruraux, aux 22 agglomérations de la région et aux 2 métropoles. Le principe, c'est une première pierre à l'édifice de la nouvelle génération de politiques contractuelles 2018-2021. C'est un sous-ensemble des contrats de territoire nouvelle génération, politique à caractère transversal et vers du sur-mesure, ce qui est complètement différent des dossiers que nous avons établis jusqu'à présent. Donc l'objectif est effectivement d'agir pour l'attractivité, la cohérence sociale, la croissance et l'emploi dans chacun des territoires, bâtir de véritables projets de territoire traduisant la vision portée et revendiquée par les acteurs concernés sur la vocation économique, sociale, culturelle de leur territoire. Chaque contrat se traduira par une feuille de route sur les mesures... une feuille de route sur mesure et co-construite en fonction des spécificités du territoire. On part d'un diagnostic, effectivement, qu'on va vous synthétiser ci-après, qui fait ressortir donc les spécificités et les principaux enjeux du territoire. Donc, Pézenas, c'est une ville d'Occitanie avec une attractivité historique et culturelle dans un environnement contraint, effectivement, un site patrimonial remarquable étendu à 58 hectares, avec des vestiges médiévaux, Molière comme personnage emblématique qui fait naître une ville de culture avec un théâtre historique et de multiples festivités et rencontres dans un territoire préservé, mais dont 60% se situe en zone inondable. Une ville qui développe son habitat en centre-ville comme en périphérie pour restaurer les équilibres entre démographie et activité, avec des projets ambitieux en cœur de ville tels que l'îlot, donc Raspail, ainsi que le quartier Saint-Christol et l'ancienne distillerie. Une dynamique et une activité économique tournée vers le tertiaire et l'agriculture, avec donc 5100 emplois sur la commune, dont 58% sont pourvus par des piscinois, et 76 exploitations agricoles qui génèrent un revenu moyen de 43 000 € par siège. Une destination touristique et culturelle bénéficiant du label Grand Site Occitanie qui en fait l'atout du rétro-littoral. On y apprécie son patrimoine, sa vie culturelle tout au long de l'année, l'onotourisme est aussi très prisé. 2 axes de projets de développement et de valorisation. Donc la dynamisation du centre-bourg et l'amélioration des conditions d'accueil des populations avec une offre de logements et de services complémentaires et reliés, en renforçant l'identité de Pézenas et en maintenant l'activité commerciale, en requalifiant aussi l'espace public. Intégrer la prise en compte des risques naturels et poursuivre la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable. Le deuxième axe, qui est le maintien et le renforcement de l'attractivité du bourg-centre en améliorant l'offre de services, des équipements et de mobilité. La requalification et la montée en gamme des équipements sportifs et de centralité, la mise en œuvre de la transition énergétique pour la réalisation de projets innovants, améliorer et favoriser le développement des modes actifs et déplacements grâce à l'aménagement du pôle d'échange multimodal. À partir de là, nous déterminons donc le projet de développement et de valorisation à court terme, donc 2019-2021, qui est l'objectif du présent contrat, et le long terme 2022-2030 qui fera l'objet certainement d'un second contrat. Dans l'axe stratégique 1, donc le dynamisme du bourg-centre et l'amélioration des conditions d'accueil des populations, on dénombre une action première, poursuivre la dynamique engagée du cœur historique de Pézenas, préserver et améliorer l'identité de son activité commerciale,
Donc 4 projets. Le premier, mettre en œuvre une opération de restauration urbaine sur l'île aux Raspail. Le second, rénovation des façades des établissements publics, plus particulièrement sur la rue Massillon. Le projet 3, c'est l'OPARU avec un axe prioritaire des façades qui permet de bénéficier de subventions complémentaires. Ces 3 actions seront portées sur le court terme et le long terme. En projet 4, donc renforcer le développement du site patrimonial remarquable par la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur et relancer les opérations immobilières de défiscalisation sur le long terme, enfin, à partir de 2022, c'est moyen terme, et préservation du commerce en centre-ville. L'action numéro 2, qui est la revitalisation du centre-bourg grâce à une offre de logements et de services associés, complémentaires et reliés. Donc un quartier innovant et connecté Saint-Christol, la transformation d'une friche urbaine en programme de logement, l'ancienne distillerie, et pour relier ces 2 projets, la traversée urbaine avec son entrée sud et nord. En action 3, préservation et amélioration du cadre de vie, requalification des espaces publics et prise en compte des risques. Donc le projet numéro 1, c'est la requalification des espaces publics avec la place Gambetta, place du 14 juillet, pour le premier contrat 2019-2021. Sur plus long terme, donc le Pré Saint-Jean et la butte du château. Renaturation, étude de travaux sur la digue de la Payne. Donc là, ça s'étalera sur les 2 exercices. Et les plantations d'arbres en ville sur les 2 exercices aussi. En axe 2, qui est le maintien et renforcement de l'attractivité du bourg-centre par l'amélioration de l'offre de services et équipements et de mobilité, nous retrouvons en première action la requalification et la montée en gamme des équipements sportifs et de centralité, avec d'une part la réhabilitation de la piscine, la réfection de la piste d'athlétisme au sein du parc des sports, la réfection du centre municipal de tennis, la réfection du foyer des campagnes. Action 2, mise en œuvre de la transition énergétique par la réalisation de projets innovants, la requalification du réseau technique de géothermie alimentant le parc des sports et la piscine, l'accroissement de la part des ENR par la mise en place des chaudières bois-gaz sur les bâtiments publics. En action 3, l'amélioration de la mobilité et favoriser le développement des modes actifs de déplacement, donc mise en œuvre du PEM, pôle d'échange multimodal, création et renforcement des mobilités douces selon le schéma directeur de modes actifs porté par l'intercommunalité, création d'un parking souterrain au Pré Saint-Jean. En action 4, affirmer l'identité de la ville en renforçant et en diversifiant son attractivité culturelle, patrimoniale et touristique. Donc réhabilitation de l'hôtel de Perrette, renforcement des installations d'artisanat d'art en centre-ville ou périphérie par des politiques de rachat des shops. Affirmer Pézenas comme une destination régionale pour la culture, le tourisme et le patrimoine, en consolidant le partenariat avec Ateliers d'Art de France et en favorisant la politique de formation et de communication auprès du grand public. Création d'un espace de biodiversité en requalifiant le domaine du parc Les Pines et la création d'un spa thermal. Et en projet 5, la couverture et la réhabilitation du théâtre du Verdure au sein du parc des sports. Parc Sans Souci, pardon. Je vous ai représenté la carte qui était jointe au dossier de localisation des divers projets. Tout ce dossier fait l'objet d'un partenariat riche et complémentaire avec donc différents acteurs, la région, comme on l'a dit, donc qui mobilise des dispositifs d'intervention en faveur de la mise en œuvre de projets de développement et de valorisation du bourg-centre à Pézenas. Le programme opérationnel pluridisciplinaire s'inscrit dans le cadre du contrat de développement territorial de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée pour une période 2019-2021. La CAM qui apporte son soutien en matière d'ingénierie et de conseil et qui apportera son soutien via des fonds de concours. Nous avons ensuite l'EPF qui accompagne via des conventions opérationnelles foncières et qui accompagne la collectivité d'un point de vue technique, administratif et juridique. La Caisse des dépôts et consignations, donc la Banque des territoires, qui soutient l'accès à l'ingénierie aux meilleures expertises
et qui contribue à l'expertise des montages lui permettant d'investir aux côtés des acteurs économiques qui financent sous forme de prêts. On a ensuite l'association Sites et Cités Remarquables qui apporte ses expertises sur la restauration durable du bâti ancien, met en réseau pour échanger sur les expériences, apporte son expertise dans les domaines de la protection et de la valorisation du patrimoine et valoriser à l'échelle nationale les expériences mises en place sur la ville de Pézenas. Voilà de quoi est constitué notre contrat Centre-Bourg. Donc avec un travail qui a été fait avec les services de la région qui a été particulièrement efficace, avec des services de l'agglo aussi. Je crois qu'il faut dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, bien évidemment aux services de la ville aussi. Mais c'est vrai qu'on arrive à avoir quelque chose d'assez charpenté et construit, qui peut être demain discuté, débattu, mais c'est une amorce que nous avons cette année mise en place. Oui, merci. Je tenais à apporter quelques précisions sur ce projet. D'abord, je trouve que je rends hommage aux personnes qui ont monté le dossier technique, qui est assez remarquable. La monographie de ville est très bien, enfin, toute la partie diagnostique est très bien montée, je trouve. Mais vous avez évoqué, monsieur le maire, l'idée d'un projet charpenté. Je reprendrai en disant qu'en fait, le contrat qui va être signé, c'est un contrat, ce qu'on appelle un contrat cadre, c'est-à-dire on va signer justement, on va valider cette charpente, cette ossature. Mais tout ce qui a pu être décliné ou expliqué en termes de programme opérationnel, de programme d'action, ça n'est pas encore validé. Je dis ça pour pas qu'il y ait de malentendus, parce que c'est tellement dense, tellement touffu, tellement riche, tellement... Voilà, qu'il ne faut pas penser forcément qu'en signant ce contrat cadre, la région valide l'ensemble et valide le principe d'une subvention sur l'ensemble des opérations proposées. Jusqu'à présent, ce qui est validé ou en cours de validation, ce sont des choses qui sont assez minimes, la renaturation de Payne, la piste d'athlétisme, enfin des choses qui étaient déjà dans les tuyaux depuis 2018, qui sont reportées au programme 2019. Par contre, la densification, la richesse des programmes opérationnels qui sont enclenchés ou enclenchables là maintenant sur les 2 ans qui viennent, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tout subventionner, tout prendre en charge et tout. Il y a une participation de toute façon. Donc la question, et là je change de casquette, c'est l'élu municipal qui s'exprime. La question qu'on peut se poser quand même, c'est, bon, si je fais abstraction des serpents de mer comme le parking, enfin bon, on va pas s'enliser dans les détails, mais sur la globalité des actions envisagées, la région ou les partenaires financiers ne prendront pas l'intégralité du financement en charge. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on va pouvoir faire face à cette masse d'investissement majeur qui vraiment reprend tout le concept de la ville, y compris dans sa traversée et dans sa présentation. Donc ce sont des projets qui valent le coup d'être regardés de près, mais voilà, la question, c'est vrai que l'établissement public foncier est partenaire, mais bon, on sait aussi que c'est une solution qui ne saurait être que transitoire. Enfin, on en a fait l'expérience. Moi, enfin, j'ose espérer qu'on n'en sera pas réduite à un moment ou à un autre à vendre les bijoux de famille et à les brader à des sociétés d'économie mixte, enfin bon, voilà. Je veux dire par là, il y a quand même un principe de réalité qui va peser sur les programmes opérationnels. Ceci étant, on a là quand même une belle occasion, je crois, enfin, au sein de notre groupe, sur qui pèse souvent la suspicion d'être frein moteur dans ce qui ferait avancer la ville. Nous, ce projet, voilà, on va le voter parce qu'on est favorable à ce qui peut apporter du développement, de l'attractivité à Pézenas. Donc on va le voter, mais il est quand même entaché d'un certain nombre de petites inquiétudes qui se résoudront peut-être au fil du temps. Mais je me devais de les signaler. Merci. Donc effectivement, c'est une base, hein, c'est un contrat cadre aujourd'hui avec des options. Après, j'ai entendu serpent de mer. Moi, je pense qu'il faut du temps pour faire certains projets. Un projet comme le parking souterrain, par exemple, que vous évoquiez, c'est un projet qui nécessite une maturation, qui nécessite des conditions réunies et qui nécessite vraiment surtout
une mutualisation demain des besoins des différentes collectivités territoriales, parce que ça dépasse très largement l'intérêt de la seule ville de Pézenas. Donc il faudra voir comment tout cela sera porté. Mais je crois qu'on a un socle de discussion et de débat. À partir de là, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Ensuite, la réalité financière, effectivement, nous donnera les capacités de structuration du projet. On aura l'occasion d'en débattre à un autre moment. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a ce partenariat et je m'en félicite parce que je trouve que la région joue le jeu de ce développement. C'est une bonne chose. L'agglo aussi. Donc après, quand vous parlez de ce qui a été différé, la renaturation de Payne, c'est quand même un projet lourd. Mais ce que nous avons mis là, c'est la partie d'études. Et la partie d'études représente 500 000 euros. C'est ce qu'on a voté lundi dernier en conseil d'agglo, avec un projet global qui sera de 5 millions d'euros. Donc effectivement, là-dessus, sur des projets de ce type, qui sont des projets très lourds, on a des subventions très importantes de partenaires, comme l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, et on a jusqu'à 80% de subventions. Donc ce sont des projets qui vont changer considérablement la ville de Pézenas, mais qui seront très abondamment aidés, et peut-être qu'avec beaucoup de projets comme ça, on arrivera à tenir une vraie de vrais potentiels complémentaires pour la ville de Pézenas. Donc aujourd'hui, on est dans cette approche qui est une approche de contrat cadre. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait d'autres questions. Oui. Juste deux, trois remarques, mais on avait sur ces bancs évoqué le contrat Bourg-Centre quand il y avait eu la première vague de villes, Action Cœur de Ville de l'État, et que Pézenas n'y était pas. On avait dit mais il y a d'autres programmes à d'autres échelles et ce serait bien qu'on y rentre. Donc on va se réjouir qu'on y rentre, même si on aurait pu souhaiter d'être dans la première vague des contrats Bourg-Centre, puisque ça date de 2017, plutôt qu'en fin de mandat on aurait été en milieu. Pour être à l'avance, je crois que le Premier ministre a annoncé à Uzès qu'il y aurait certainement en début d'année un nouveau programme d'action de l'État destiné aux petites villes. Donc il faudra certainement s'en soucier dès qu'il arrivera pour essayer d'être moteur. Peut-être sera-t-il complémentaire ou non de Bourg-Centre. Ensuite, effectivement, c'est un contrat cadre qui pourra évoluer avec le temps et dont l'intérieur pourra évoluer avec le temps. Mais vous m'en voudriez si je ne faisais pas cette remarque de forme. Mais je trouve que l'intérieur du canevas aurait été débattu entre nous dans une commission informelle, ça n'aurait pas été plus mal pour la démocratie locale et pour l'enrichir. Bien. Mais écoutez, a priori, c'est un dossier qui est la mise en forme, l'occasion, ce contrat cadre, de mettre en forme des projets qui ont été discutés et débattus à moult reprises. Je ne vais pas polémiquer aujourd'hui là-dessus, donc moi je propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres observations, les choses ayant. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour, qui concerne, donc on a vu la ville d'Arles et de Niche, c'est déjà vu, les avis sur les dérogations au repos dominical de commerce de détail accordé par le maire. Donc dans le cadre des dérogations à la règle du repos dominical, il est communiqué au Conseil les demandes d'ouverture qui vous ont été transmises. Pour Picard, le 6, 13, 20 et 27 décembre, et pour le CNPA, 19 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre, 11 octobre. La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année qui suit. Vous connaissez la règle, donc tout ça a été indiqué avec une décision qui est prise après avis conforme de notre communauté d'agglomération, de l'organe délibérant, donc de notre établissement public de coopération intercommunale. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne la convention de partenariat tripartite dans le cadre de la coopération décentralisée avec l'association d'Inro et la commune de Coutougou. Donc c'est une démarche qui a été initiée par l'ancien adjoint aux finances de la ville de Pézenas. Ça a été corrigé. C'est donc la vigilance là sémantique a été intéressante. C'est l'erreur, c'est Coutougou et non Coutougou. Donc c'est rectifié avec la remise de la convention corrigée. Donc il est rappelé donc, que la collectivité aide depuis plusieurs années la société d'Enro. Voilà, vous avez eu tous les éléments, vous connaissez bien cette démarche qui a déjà été médiatisée, qui est très légère en termes d'intervention pour la ville de Pézenas, mais c'est plus un soutien de la ville à cette approche qu'une action forte. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires?
Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le point suivant concerne la reconduction de la convention de mise à disposition des équipements sportifs au profit des établissements publics d'enseignement de compétences régionales. Donc nous avons, vous le savez, depuis de nombreuses années, une convention de mise à disposition des équipements sportifs au profit des établissements publics d'enseignement de compétences régionales qui était jusqu'alors avec le Conseil régional Languedoc-Roussillon. Donc aujourd'hui, nous avons la reprise par le Conseil régional d'Occitanie. Béatrice, tu veux faire quelques précisions sur cette convention? Le micro, s'il te plaît. On s'est rencontrés avec la région parce qu'il fallait cadrer quelques points, pas de divergence, mais d'incompréhension, on va dire. Donc ça s'est très bien passé et donc ils nous ont demandé de passer la convention le plus rapidement possible pour que ça soit, on va dire, en règle pour que les élèves puissent participer. Voilà, c'est tout. Et donc cette convention, attendez, je remets les lunettes. Et donc, elle est signée pour une durée de 10 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières, sachant que... Oui. Juste, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la convention a été renouvelée, mais avec une phase transitoire. Moi, je voulais simplement vous dire que le retour que j'ai eu des services était extrêmement positif, parce que, comme dans 99% des cas, quand ça coince, c'est qu'il y a un gros malentendu et que les uns et les autres... Donc, je me réjouis d'avoir un peu provoqué cette réunion autour d'une table, parce que les problèmes, en tout cas, sont bien identifiés. Mais je n'ai pas cru comprendre qu'il est totalement levé. La convention est prorogée, parce que depuis le 1er janvier dernier, en fait, on travaillait sans convention du tout, ce qui est vraiment un kamikaze. Mais il va falloir probablement l'affiner, mais en tout cas, c'est sur une bonne piste de résolution, d'après ce qui m'a été dit. Voilà. Oui, ce que je vous dis, on a eu une réunion qui s'est très bien passée. Donc, il a fallu, disons, ajuster quelques petits points, puisqu'il a bien fallu leur dire que nous, notre stade, on ne pouvait pas le réserver qu'à la région, au lycée, donc il fallait accepter qu'il y ait d'autres, qu'il y ait le collège, les primaires, voilà. Donc on a quand même pas mal discuté. Logiquement, tout s'est bien passé, donc on doit poursuivre dans cette... Tout à fait, mais ils étaient ravis, tout à fait. C'est parfait, on a senti effectivement, moi je suis un retour très de bienveillance aussi, y compris pour les projets développés, donc ça c'est, voilà. Donc merci pour cette mise en relation. Sur cette convention, qui est contre, qui s'abstient, le point suivant c'est le rapport d'activité 2018 d'Hérault Aménagement. Donc vous savez que nous sommes actionnaires d'Hérault Aménagement, donc il est soumis donc le rapport d'activité 2018 qui vous a été transmis, qui n'appelle pas d'observation particulière. Est-ce que Julie Garcin-Sodo veut... Bon, pas de précision sinon sur le... voilà, je pense que tout le monde l'a vu avec intérêt et on est des partenaires historiques d'Hérault Aménagement, puisque vous savez que ça correspond à une relation qui a été initiée par Jean Ben dans le cadre de la société d'aménagement du département de l'Hérault, dont il assumait la présidence. Donc sur ce rapport, vous avez les états financiers qui sont relatifs à l'exercice 2018 et la copie du rapport général du commissaire aux comptes. Est-ce qu'il faut voter ce rapport ? On vote, Jérôme ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Le point suivant concerne les domaines et le patrimoine. Donc il y a déjà une rectification d'erreurs matérielles sur la délibération du 15 septembre 2016 pour l'acquisition de terrain à l'État. Donc la délibération par laquelle la ville devait faire l'acquisition d'une maison appartenant à l'État au prix de 5 000 € et d'environ 6 hectares de terrain au prix de 29 500 €, soit un prix total de 35 500 € dans le cadre de la mise aux normes hydrauliques de l'A75. L'acte de vente pour l'acquisition a été signé le 19 décembre 2017, alors que pour les 6 hectares de terrain, les services de l'État ont préféré attendre la fin des travaux d'arasement des digues et la mise en œuvre des plantations arbustives et de haute futée. Donc à ce jour, les travaux sont terminés. Les services de l'État nous informent d'une erreur de frappe dans la délibération du 15 septembre 2016 et c'est une bonne nouvelle pour nous puisque le prix de vente des terrains sera de 26 500 au lieu de 29 500. Donc je vous demande de m'autoriser à acheter les parcelles AN 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 388, 390 qui appartiennent à l'État au prix de 26 500 € et à signer l'acte de vente. Donc pour resituer ce
ce lieu-là. Il s'agit de la maison dite Bronn, dite aussi maison d'Huguiès, anciennement, ou maison verte, qui jouxte donc l'ouvrage d'art qui a été requalifié par l'État dans le cadre des travaux de la 75. Donc on est au bout de la rue Calquière Basse, et avec effectivement cette maison qui est déjà propriété de la ville. Les 4 hectares de terrain qui sont concernés nous intéressent vraiment, enfin 4 sur les 6 hectares, nous intéressent vraiment pour des projets de BMX sur la ville de Pézenas qui sont développés par le service des sports, dont on aura l'occasion de vous reparler, et pour la végétalisation aussi de ce secteur, puisque madame, là encore on a vu avec bonheur la proposition de la présidente de la région de consacrer de planter un arbre par lycéen au niveau de la région Occitanie, et nous voulons au niveau de Pézenas nous inscrire dans cette démarche-là. Je le dis aujourd'hui très clairement, on a plus de 2000 lycéens sur la ville de Pézenas, et donc on souhaiterait profiter aussi de ces terrains pour pouvoir faire des plantations d'arbres, sachant qu'on a répondu aussi favorablement l'autre jour à la proposition du département pour certaines plantations qui sont proposées au niveau de la pépinière départementale. Donc végétaliser Pézenas et rendre Pézenas plus verte, c'est quelque chose d'important et qui sera possible aussi grâce à l'acquisition des terrains qui font l'objet de cette question qui est inscrite à l'ordre du jour. Voilà. Oui ? Il me semble que lorsqu'on avait débattu de ces acquisitions en septembre 2016, pour la partie maison, il avait été dit que la ville achèterait la maison que si elle était remise en état par l'État. À ma connaissance, c'est pas le cas, et elle est même plus dégradée que ce qu'elle était au début. Oui, non, c'était pas vraiment ça, mais je vais céder la parole à Philippe Nicole pour qu'il rappelle ce qui était prévu dans le cadre de l'acquisition de la maison. C'était surtout une protection. Oui, sur la maison Newton, donc l'État s'était engagé à protéger, à éviter les intrusions sur la maison, donc avec un baraudage systématique de l'intégralité, à débarrasser l'intérieur qui avait été relativement fortement vandalisé, et à barauder et fermer la totalité des ouvertures de la maison Newton. Ce faisant, on a même poursuivi l'action de l'État, puisqu'on a même dû mettre des parpaings à certains endroits. Le baraudage n'a pas suffi. Donc c'était ce à quoi s'était engagé l'État, qui l'avait tenu en 2016-17. C'est vrai qu'on a à réfléchir sur l'utilisation de cette maison, mais c'est un gros budget, donc ça sera l'objet d'un autre dossier. Aujourd'hui, on est sur le foncier non bâti. Oui. Il y a surtout urgence, je pense, pour la mettre hors d'eau rapidement, non ? Parce que la toiture me semble trouver depuis l'autoroute. Madame Maraval, vous voulez bien je ne suis pas un spécialiste, mais si on achète 5 000 € et qu'on ne la protège pas... Oui, il y a eu un effondrement partiel sur la toiture, l'appentis, et on est peut-être même plutôt dans la destruction de cette partie parce que je pense que les travaux de réfection vont être importants. Bon, on n'a pas chiffré les choses, mais ça risque de représenter un budget conséquent qu'il vaut mieux attribuer à l'ensemble de la bâtisse. Il y a quand même des contraintes hydrauliques très lourdes sur le site. Donc voilà, 5 000 € pour avoir acquis déjà, je dirais, ce lieu, c'est important. Il faut voir comment on peut le valoriser. C'est un vrai dossier. On a beaucoup de fers au feu actuellement, mais c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc aujourd'hui, on vous propose ce rachat qui me tient à cœur tout particulièrement. Le rachat de ces terrains, est-ce qu'il y a sur ces terrains des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous propose de passer au point suivant, qui est les finances, donc les décisions modificatives concernant le budget annexe théâtre, le budget annexe camp hôtel. Vous avez eu les documents. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur CDM? Donc s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. C'est vraiment mineur. Qui est contre? Qui s'abstient? Recensement donc vous abstenez tous,
pas voter les budgets, donc Merci. automatiquement on vote pas les DM. Mais oui, non, mais pour que ce soit clair pour Sabine, voilà. Regroupement des activités de la SEM Héros Aménagement et de l'OP Héros Habitat. Donc accord de principe sur la cession à l'OP Héros Habitat des actions détenues par la ville au sein de la SEM Héros Aménagement. Donc j'évoquais tout à l'heure le côté historique de cette relation avec la SEM Héros Aménagement. Il s'avère que le département souhaite remembrer en quelque sorte ses actifs. Donc actuellement, il est prévu que ce soit l'office public Héros Habitat qui reprenne cette SEM dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Donc pour qu'il y ait transmission universelle de patrimoine, il faut, vous savez, en fait, il y a les deux entités et on les fusionne parce que l'une détient 100% de l'autre. Donc pour cela, il faut bien évidemment que la ville de Pézenas cède les parts qu'elle détient dans Héros Aménagement, ce qui ne nous pose pas de problème particulier puisque ça, de toute façon, pour nous, Héros Habitat est un partenaire régulier, comme l'était Héros Aménagement dans le passé. Donc il n'y a pas de question, il n'y a pas de sujet pour nous dès lors que c'est une décision qui est demandée par le département. On est tout à fait d'accord pour aller dans ce sens-là. Julie, tu voulais préciser quelque chose ? Mais c'est-à-dire, sa raison, c'est... Alors, le poids d'Héros Habitat, le problème, c'est, est-ce qu'on parle en termes de stock ou en termes de flux ? En termes de stock, c'est très, très, très largement majoritaire. Et effectivement, à un moment donné, il y a eu un peu de diversité. Ça ne veut pas dire que la ville de Pézenas ne souhaite pas travailler avec Héros Habitat, bien au contraire. Hein. On est d'accord. Bien sûr, mais d'ailleurs la bonne nouvelle c'est qu'on a eu le permis sur la distillerie et que à partir de là je pense que Madame Gomez l'a signé, donc on va pouvoir avancer sur ce projet et construire pour les seniors effectivement des logements adaptés. Donc ce qui est une bonne chose. Mais ça sera effectivement avec le côté jardin qui est une société de Toulouse, voilà, puisque c'est eux qui travaillent avec les Villages d'Or, hein, qui sont l'autre opérateur de ce projet-là. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, c'est pour ça que je le signale pour le Qatar, puisque on est tous sensibles à cette possibilité pour le Qatar de trouver un foyer qui permette l'accueil des plus de 60 ans, mais grâce à ce permis, on avance d'un grand pas. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette fusion ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc on n'est pas actionnaire nulle part, donc il n'y a pas. Demande de subvention. Aménagement d'un potager, création de 3 modules en bois pour VTT à Cassel-Sec. Donc il est demandé au conseil de m'autoriser à déposer auprès de la CAF de l'Hérault une demande de subvention pour ce potager, la création de 3 modules. Donc c'est un projet qui sera réalisé par la ville et le lycée professionnel agricole Charles-Marie de la Condamine au travers d'une convention de partenariat qu'on vous présentera. C'est Gérard qui nous dit quelques mots là-dessus. Oui, c'est donc au centre aéré. C'est simplement le lycée de la Condamine qui nous a demandé si on pouvait faire participer leurs élèves à des activités de jardinage. Et donc avec Laurent, on a pensé qu'on pourrait végétaliser, améliorer l'état du jardin de Cassel-Sec face au château. D'autre part, Laurent voulait mettre en place des petits ponts en bois pour faire passer des gamins en vélo pour augmenter leur équilibre. Donc on va demander à la CAF si elles peuvent nous subventionner, puisque ça fait partie de ce qu'elle peut donner. Le tiers à peu près de la somme, qui est d'environ 5 000 €. Voilà. On pourra inaugurer la salle du ramonettage aussi bientôt. Oui, là, elle est finie, elle est occupée, elle est en activité. Donc, voilà. Et aussi par rapport aux enfants,
On est allé au restaurant municipal, une visite, en sachant que l'équipement est remarquable et qu'il faudra vraiment, là aussi, faire quelque chose d'un peu plus général, plus ouvert que la simple visite qu'on avait fait avec les parents d'élèves, sachant aussi que pour l'instant on est dans cette approche relationnelle avec le Qatar qui livre les repas maintenant. Donc là aussi on a renforcé et que ça se passe le mieux possible avec le Qatar. La prochaine étape sera d'aller vers plus de bio, et ça fera partie de la discussion du 17 novembre avec les parents d'élèves. Monsieur Lebel me disait ce matin, puisque l'idée c'était d'avoir un outil aux normes, quelque chose de bien structuré, et derrière de développer toutes les améliorations qu'on souhaite développer, notamment le bio. Et je me rendrai d'ailleurs à Montsartou pour rencontrer l'adjoint qui s'occupe de ce dossier-là au mois de novembre. Je comptais y aller en octobre, mais il y allait le Festival du Livre, donc c'était pas possible. Voilà, donc sur cet aménagement d'un potager, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour l'aide à la saison culturelle 2019-2020 pour le théâtre, on n'a pas Marion Gineste qui est absente. Elle a présenté l'autre jour la saison culturelle. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on souhaite demander des subventions par rapport à ce projet, sachant que le budget qui est proposé en budget annexe, incluant tout l'ensemble des frais de personnel, bien évidemment, est prévu à hauteur de 430 000 € cette année. Donc, ce qui permet d'avoir tout ce qui est saison culturelle, appui aux scolaires, appui au centre ressources Molière, etc., etc. Voilà. Donc, sur cette aide à la saison culturelle, est-ce qu'il y a des questions particulières? Cette demande de subvention, qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant, c'est l'attribution de subventions aux propriétaires occupants dans le cadre de l'OPARU. Vous savez qu'on est obligé de passer une par une les propositions d'aide à l'accession à la propriété au conventionnement des logements privés avec travaux pour favoriser la rénovation de logements indignes, dégradés ou non décents. Donc, en même temps, il y a le volet lutte contre la précarité énergétique. Il est donc soumis au Conseil aujourd'hui la demande de subvention concernant Madame Mourlou Marie, qui demeure 4 avenue de Castelnau, qui est propriétaire occupant. Il est proposé dans le cadre de la prime de l'accession, prime à l'accession à la propriété, de verser à Madame Mourlou une prime de 1500 € représentant la prime forfaitaire qui vient en complément des aides ANA et de la CAM pour les propriétaires de logements depuis moins de 12 mois, sachant que le montant des travaux subventionnés est supérieur ou égal à 10 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne la convention avec l'établissement public d'enseignement agricole Montpellier-Orbéro pour la gestion de l'APP. Donc il s'agit tout simplement de la reconduction. Edith, je pense que pour 2019, c'est un dossier qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années. Là, il s'avère qu'on a cette gestion qui est donc prolongée cette année avec cette convention qui vous a été soumise. Est-ce qu'il y a des observations particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Tant qu'on est dans ces problèmes-là, je vous propose de traiter la question diverse qui vous est proposée aujourd'hui, puisqu'elle est ressortie aussi à ce volet de lien avec le lycée professionnel Charles-Marie Lacondamine. Donc en fait, dans le cadre de leur préparation au baccalauréat professionnel spécialité service à la personne et au territoire, le SAPAT, les élèves de notre lycée agricole doivent effectuer une formation, je parle de Charles-Marie de la Condamine, en milieu professionnel qui aura lieu du 7 au 11 octobre 2019. La commune organise le 13 novembre prochain au foyer de campagne avec l'AGLO, le Festival intercommunal de la famille. Il est proposé à 8 élèves de mettre en œuvre durant leur formation tous les moyens pour communiquer et diffuser le plus largement possible sur cet événement en collaboration avec les services de la ville, centre loisirs, crèche, sport, AGLO aussi. Et donc demander au conseil de m'autoriser à signer avec les établissements susmentionnés une convention de stage pour ces 8 élèves. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Le point suivant, donc, c'est la convention de partenariat avec le lycée d'enseignement professionnel Charles Aliès pour l'année scolaire 2019-2020. Je fais vite, Béatrice, parce que je sais qu'à 7 heures, tu dois nous quitter pour aller à
à l'AG du Stade Picénois. Donc si Madame Française nous quitte, c'est pour le rugby, hein, c'est pour une noble cause. Voilà, on ne s'inquiète pas. Donc, convention de partenariat avec Charles Aliès. Vous avez vu qu'il y a une convention qui est prévue pour que les élèves de cet établissement effectuent au Camp Hôtel des travaux de terrassement, de menuiserie. Donc, nous engageons à participer aux frais de carburant et d'entretien normal des engins. Et donc, maximum 500 €. Je vous demande de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce qu'il y a un élu qui veut préciser quelque chose? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant, c'est un contrat de partenariat avec le lycée professionnel agricole Charles-Marie de la Condamine et l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Montpellier-Orbéraud. Donc c'est la reconduction pour l'année scolaire 2019-2020. Donc on vous demande de reconduire le contrat de partenariat qui permettrait donc le 17 octobre et le 23 janvier avec les élèves de première aménagement paysager, la prise en compte de la commande et la réalisation des travaux d'entretien sur gazon, massif arbustif, taille de haies, reconnaissance des végétaux pour les travaux pratiques sur le camp hôtel, et le 7 janvier et le 14 janvier avec des élèves de terminale, la prise en compte de la commande, réalisation d'un jardin de plantes aromatiques, le 14 mai et le 28 mai, vous l'avez vu, avec les élèves de nature, jardin, paysage, forêt, la prise en compte de la commande concernant la réalisation de travaux d'entretien sur gazon, massif arbustif, taille de haies. Donc ça montre bien la diversité de ce lycée agricole, et donc nous achèterions les fournitures nécessaires si vous êtes d'accord, et le LPA apportera son savoir-faire, son expérience en matière pédagogique. Voilà, donc je vous demande de m'autoriser à signer ce contrat de partenariat. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne la convention de partenariat avec le CFPPA de Pézenas pour l'année scolaire 2019-2020. Donc c'est une convention de partenariat qui concerne l'hébergement des stagiaires et apprentis au camp hôtel de Cassel-Sec durant la formation. En contrepartie, le CFPPA s'engage à effectuer au camp hôtel des travaux d'entretien avec l'équipe des élagueurs grimpeurs qui feront ce fameux certificat de spécialisation arboriste élagueur cher au cœur de Alain Grenier. Donc il demandait au conseil de m'autoriser à signer la convention de partenariat susmentionnée. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant concerne l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation de transfert de charges 2019 de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Donc rien de changé par rapport à l'année précédente. Est-ce qu'il y a des observations particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne la convention de mise à disposition de 3 digues de la Peigne à la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, valant procès-verbal de remise d'ouvrage, suite à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. Vous savez que cette compétence est de droit maintenant au niveau des agglomérations. Donc dans ce cadre-là, la commune met à disposition les 3 digues de la Peigne, la digue de la ville, la digue du Faubourg des Cordeliers, la digue des Calcaires, et la communauté d'agglomération prend les ouvrages dans l'état où ils se trouvent lors de la prise de compétence. Elle assurera donc la gestion courante et l'entretien des équipements. Elle peut donc procéder à toutes les études et aux travaux nécessaires à la gestion des ouvrages, tels que des études et des travaux de confortement, de reconstruction, de démolition, de surélévation, d'addition de construction annexes, bien évidemment en relation avec la commune. Est-ce que vous voulez préciser quelque chose, M. Nicole ? Dans le cadre du transfert de compétences, donc c'est un PV de mise à disposition classique des ouvrages. La propriété de fait d'usage revient à la collectivité délégataire, donc la communauté d'agglomération, la ville restant propriétaire, une espèce de nue propriété, puisque la CAM possède la totalité des droits de propriété, sauf celui d'aliéné. Donc par définition, nous restons propriétaires. Pour le reste, c'est comme un transfert classique avec un certain nombre de dispositions qui sont les dispositions du Code général des collectivités locales. S'il y a des questions, qui est contre, qui s'abstient? Le point suivant concerne le plan d'exposition au risque naturel. Donc là, à la demande en discussion avec l'État,
il s'agit de déplacer une station hydrométrique qui était jusqu'ici située sur la commune de Rougeant, d'installer sur Pézenas au droit du pont de l'avenue François Hu. Donc il y a des équipements qui vont être mis en place, qui sont des équipements intéressants pour mieux connaître les crues de Payne, avec une armoire électrique installée au droit de la culée du pont sur le trottoir de l'avenue François Hu, une antenne radio de type fouet 4 brins, un capteur radar fixé sur le pont et les réseaux de raccordements électriques qui correspondent. Donc ça nous permettra d'avoir une meilleure information en temps réel. C'est une demande de la DREAL, de la Direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement, en relation avec, il y a Pierre Rossignol qui s'est beaucoup investi sur ce dossier, avec certains officiers des pompiers. Donc l'État prend en charge les travaux de construction et de raccordement. Par contre, la commune met à disposition l'énergie électrique nécessaire au bon fonctionnement de la station hydrométrique qui sera captée sur le réseau d'éclairage public. À partir de là, il est demandé au Conseil de m'autoriser à signer une convention de mise à disposition sur une durée de 10 ans. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires, des précisions? Oui, Alain? Entièrement d'accord pour avoir ce type de capteur sur la ville de Pézenas, comme celui qu'on a au pont de Montagnac. Par contre, le fait de supprimer celui de Rougeant me paraît pas une bonne idée, dans la mesure où ça permet d'avoir une anticipation sur la crue quand elle vient du nord de Payne. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc le problème, c'est que c'est pas nous qui décidons, là c'est l'État. Donc on a fait la même remarque, en disant c'est dommage de ne pas avoir les deux, mais a priori l'État dit qu'avec ce type de capteur, on se retrouve avec une bonne situation et c'est leur demande. Donc voilà, donc nous on n'intervient pas sur la commune de Rougeant, on intervient sur la commune de Pézenas et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui on vous propose ce vote-là. Donc d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne les ressources humaines. Donc, on a 2 points qui sont l'approbation du règlement intérieur à destination des agents de la commune et du centre communal d'action sociale de Pézenas. Donc, c'est un gros travail qui a été fait de collation de ces... Énorme travail, d'ailleurs. Madame Zemar et Edith sont là. Béatrice vient de sortir, mais sont là pour en témoigner. C'est un recueil d'à peu près 80 pages qui a été fait de façon admirable par stagiaire de Master 2, spécialité collectivité territoriale, Vincent Nardella, qui a été très très bien. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement intérieur? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne la modification du tableau de l'effectif. Donc il s'agit simplement de créer un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet. Voilà, c'est toujours pareil. On est dans le secteur périscolaire et on a une évolution qui correspond à simplement un renforcement du service offert aux administrés. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant, c'est l'urbanisme, poursuite de la concertation pour la zone de Saint-Christol. Donc il vous a été transmis à ce niveau-là un projet de délibération et Madame Maraval ou Monsieur Nicole vont vous en dire 2 mots. Donc, dans le cadre du dossier Saint-Christol, et conformément tant au Code de l'urbanisme qu'à la jurisprudence du Conseil d'État, tant que les documents définitifs, soit des études, soit des plans d'aménagement, soit de la déclaration d'utilité publique, ne sont pas réalisés, la concertation doit continuer. Donc c'est une obligation juridique pour la collectivité de poursuivre cette concertation. Donc elle est rappelée de manière précise à l'intérieur de cette délibération avec une durée de 6 mois qui doit correspondre à la mise en œuvre définitive tant des études du schéma d'aménagement complet, du plan masse, que de la déclaration d'utilité publique qui aura sa version définitive. Donc dans ce cadre, il y a un dispositif de concertation qui est prévu, qui prend en compte la période électorale qui s'annonce, mais qui n'empêche pas le projet de pouvoir se dérouler. Donc c'est un mix entre ces 2 impératifs qui guident les collectivités et qui conduisent à proposer cette délibération à votre vote.
On sent bien, et quand on lit la délibération, et c'est flagrant quand vous le présentez, monsieur le directeur général des services, c'est une obligation. On n'a pas envie finalement plus de concerter qu'autre chose. On va se contenter du minimum légal, c'est-à-dire on va ouvrir des registres, faire une réunion d'information et on n'ira pas plus loin, tellement que déjà le préambule de la délibération corsette le projet puisqu'il donne le nombre de logements, le nombre de mètres carrés selon les équipements. C'est regrettable parce qu'à avoir 6 mois de plus, c'était le moyen de reprendre les ateliers participatifs qui avaient eu lieu en juillet il y a 2 ou 3 ans et qui n'ont jamais eu de bilan et qui n'ont jamais été présentés pour leurs résultats à la population et qui surtout n'ont pas été pris en compte par l'aménageur retenu. C'était l'occasion, je crois que vous citez le terme à un moment dans votre délibération, une tradition de politique urbanistique participative. Osons, excusez-moi de l'expression, osons cette tradition politique participative en termes d'urbanisme. Essayons de mettre un conseil des citoyens en place, essayons de réunir à nouveau les riverains pour voir leurs attentes par rapport au projet et de faire évoluer le projet. Là, on sent bien que ce projet, quoi qu'il arrive, il n'évoluera pas. Il était fixé pour 700 à 750 logements. Il doit, pour vous, aller à 700 à 750 logements. Même si, je le rappelle toujours, la première réunion de François Fontès, depuis il a été désavoué au théâtre, il avait manifestement dit que 750 logements pour ce terrain-là, c'était trop. Non, il n'y a pas de... je veux dire, on est dans une période qui est une période sensible. Donc, on est cantonné à des mouvements et des discussions et des dialogues qui... je ne souhaite pas qu'il y ait d'interprétation possible de la discussion et du... Voilà. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de discussion et qu'on ne va pas écouter les gens et partager. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser... On nous reprocherait à l'inverse d'utiliser les moyens de la ville de manière trop importante si on faisait une concertation trop massive. Donc je pense qu'on est à 6 mois d'élections municipales. N'est pas dit que la discussion et le dialogue ne se fassent pas, bien au contraire. L'intérêt de cette démarche, c'est une démarche de concertation, je dirais, réelle. C'est pas de l'habillage ou c'est pas de juste quelque chose qui soit fait du saupoudrage, je dirais, ou pour répondre aux obligations légales. Mais dans la forme, on est aujourd'hui sensible au fait que dans quelques mois, on a des élections. On ne veut pas bloquer non plus parce que c'est un dossier qui dure. Donc il ne faut pas que les élections retardent un dossier qui, pour des raisons multiples, a été retardé. Je ne vais pas réévoquer ce dossier et les causes. Mais la réalité, c'est qu'il faut avancer sur ce dossier en discussion, en concertation avec la population, mais ça sera fait dans le cadre de procédures qui sont les procédures légales. On n'ira pas au-delà pour pas avoir non plus le reproche de trop en faire et d'utiliser les moyens de la mairie pour une campagne électorale, ce qui nous prendrait aussi au nez si on le faisait ainsi. Donc moi je crois que aujourd'hui on est sur une logique qui est une logique d'avancée de ce dossier de Saint-Christol. On a la volonté d'écoute et de discussion et de dialogue. On est ouvert à la discussion et au dialogue dans le cadre de contraintes financières aussi, puisqu'on a quand même un cadre financier qui est bien défini. Et si nous avons eu à un moment à discuter avec François Fontès de manière un peu plus concrète, c'est au moment où on a dû avoir un bilan financier de l'opération. Je veux dire, on peut avoir une vision d'architecte des choses, et celle de François Fontès, elle est remarquable. Et puis à un moment donné, on a à revenir vers la réalité économique et financière. Et à ce moment-là, il faut trouver les équilibres entre ces nécessités, je dirais, financières et la volonté que nous avons de faire le plus beau quartier qui soit. C'est à partir de là qu'on arrive à trouver une modénature du projet qui soit la plus douce, la plus souple, la plus séduisante possible pour conserver à Pézenas sous son cachet et tous ses atouts, mais dans le respect aussi de contraintes financières qui s'imposent à nous. On est dans cette logique-là, et c'est vrai que ce qui est aujourd'hui proposé n'interdira pas, je le redis, une vraie discussion, un vrai dialogue et de la haute couture
couture dans la construction de ce projet de Saint-Christol, dans le cadre bien évidemment des contraintes, je le répète, on est sur un secteur qui est extrêmement contraint, avec le lézard ocellé, avec les réseaux qu'il faut amener sur le site, avec derrière de l'archéologiste, avec tout ce qui va, des études environnementales qui sont encore à mener et qui vont peut-être rajouter encore d'autres ingrédients. Voilà, donc il faut être aussi réaliste. Donc oui, on est dans une démarche mesurée en termes de dimension, je dirais, de la concertation, parce que c'est une période où la mesure prévaut, mais ça n'exclut pas derrière discussion, dialogue et ouverture d'esprit par rapport à la construction du meilleur projet qui soit pour Pézenas. Il y a quelque chose d'étrange. Il me semble qu'entre le 30 juillet et aujourd'hui, il y a un miroir qui a dû être placé dans la salle. Parce que le jour où vous nous avez fait adopter la CEMOP, sur ces bancs, nous expliquions qu'avec la CEMOP et en désignant un aménageur, tout était corseté, qu'il y aurait peu de marge de manœuvre, notamment parce qu'il y avait de grosses incidences financières. Et vous disiez, non, tout sera possible, tout va être mis à la concertation, la parole sera donnée aux habitants, le projet pourra changer. On inverse les rôles. Je vous dis, allons plus loin dans la concertation, associons les habitants, faisons évoluer ce projet, et vous nous répondez, non, c'est pas possible, vous comprenez, il y a un cadre financier, il y a des réseaux à mener, le projet ne pourra pas évoluer dans ces grandes lignes. Ce que nous avons dit le 30 juillet, vous venez de l'avaliser là. C'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de concertation. J'ai dit, à un moment donné, il y a un juge de paix qui est le juge financier. Et quel que soit l'outil, que ce soit l'outil CEMOP, que ce soit l'outil aménageur privé, que ce soit... Nous, on a préféré travailler dans le cadre de la CEMOP avec un partenariat avec la CIM, parce que c'est aujourd'hui le meilleur pour nous, le meilleur partenaire pour nous, et c'est un partenaire qui est, vous le savez, lié au groupe Action Logement, donc à la Caisse des dépôts et consignations. Donc on est dans une logique de parapublic, même si ce terme, la dernière fois, a fait réagir. Donc pour nous, c'est un élément qui nous rassure. Mais par contre, à un moment donné, de toute façon, oui à la concertation maximale, mais la concertation, elle se fait sous contrainte. Et cela, quel que soit le partenaire que nous ayons, qu'il s'agisse d'un partenaire privé, d'une CEMOP ou de qui que ce soit. Le 30 juillet dernier, quand nous avons débattu ici, nous avons rappelé qu'à chaque budget, nous avions tiré la sonnette d'alarme sur Saint-Christol. Et nous concluions ainsi en disant qu'avec la CEMOP et avec la position d'attente et d'acquisition de terrain sans projet défini que vous avez eu, vous veniez de lier les poings et les pieds de la ville. Ce soir, vous en faites la démonstration. Votre vision des choses, mais à un moment donné, il y a des années qu'on travaille sur ce dossier de Saint-Christol, et je dis aujourd'hui clairement, on a encore du travail et du chemin à faire pour ce dossier, mais dans tous les cas de figure, les réseaux étant où ils sont, hein, les faits sont têtus. Les réseaux, ils sont en cœur de ville. On a Saint-Christol avec une couture à réaliser entre Saint-Christol, le centre historique. Ça se fera avec des réseaux à mener. Ça se fait avec derrière des contraintes écologiques, environnementales qui sont ce qu'elles sont et qu'on a déjà évoquées à de multiples reprises. Et à un moment, de toute façon, on a des coûts financiers qui s'imposent à la construction du projet. Je ne dis pas autre chose que ce que j'ai dit en juillet. À partir de là, dans ce cadre, la concertation et la discussion et le dialogue seront le plus large possible. Je vais passer au vote sur cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on va passer au point suivant qui correspond à la mise à jour de la longueur de la voirie communale. Donc vous avez eu les éléments, hein. On a eu 83 746 mètres de voies classées dans le domaine public. Pour mémoire, donc la délibération du 15 décembre 2016 faisait apparaître une longueur de 65 177 mètres, donc il y a une augmentation de 18 566 mètres. Il est demandé donc de m'autoriser à solliciter l'inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des services de la préfecture, essentiellement pour revalorisation de la dotation globale de fonctionnement. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Compte rendu des décisions, vous avez eu des documents joints. Est-ce qu'il y a des questions?
une remarque qui est non pas sur le coût des prestations théâtrales que nous achetons, on y souscrit, la culture a un prix et quand il n'y en a pas, ça a un coût pour la société. Mais par contre, quand on les regarde, elles vont pour la plus basse de 3 300 € à la plus haute, je crois qu'on dépasse les 10 000, auxquels il faut ajouter les frais de déplacement, de transport. Et la seule qui soit vraiment très basse, c'est celle des Temporada, qui est à 2 500 €, qui pourtant, en étant dans la rue, permet à un public plus large d'y être associé, qui associe de nombreuses associations pissénoises et qui a une démarche sur le travail sur la ville. On se rappelle le Martrord il y a un an sur le centenaire de 14-18. Il me semble que à l'avenir, c'est trop tard pour ce Martrord-là puisque la décision est prise, peut-être on pourrait revaloriser un peu le coût d'acquisition de leur spectacle pour les aider à progresser davantage. Mais aujourd'hui, on est dans une volonté de travailler et d'encourager les temporadas, qui est une rediscussion des dotations aux temporadas. Pourquoi pas? Moi, il faut voir le projet, il faut rediscuter avec eux. De toute façon, c'est une respiration. Ça allait bien à tout le monde pendant un moment. On a fonctionné comme ça. Je crois que les équipes en place, elles pourront rediscuter et redialoguer avec des nouvelles personnes qui prendront les choses en main et qui, de toute façon, dans le cadre d'une respiration démocratique, que ce soit, il y aura changement dans tous les cas de figure d'une équipe, de l'équipe d'élus et du bureau municipal, et c'est cette équipe-là qui aura tout le loisir de discuter. Moi, je suis très favorable aujourd'hui au renforcement du lien avec les temporadas. Je trouve que s'ils ont fait un travail exceptionnel, et c'est sûr qu'à un moment, on peut regarder comment travailler mieux encore. Ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur tout autant qu'à vous. Hein. Donc tout à fait d'accord sur cette approche. Elle est partagée et elle est consensuelle. Par contre, dans les prestations, si vous voulez plus de précision sur ce qui est vraiment fourni au temporada, c'est pas uniquement, comme disait Mme Fabre, il y a aussi d'autres aides diverses et variées, hein, notamment on aide la Calandreta, on devait fêter les 25 ans de la Calandreta il y a quelques jours, et puis le Préau aussi qu'on a financé. Donc on aide aussi diverses par divers biais la Calandreta, donc ça fait partie d'une manière indirecte d'accompagner les temporadas, puisque ce sont quand même c'est l'acteur majeur des temporadas. Mais tout ça, on en discutera en présence de Frédéric Gourdon la prochaine fois, si vous voulez. On lui demandera de venir. Et effectivement, ça fait partie des choses intéressantes. Donc je vous remercie pour ça. Juste une information. Je reçois demain à 8h30 les syndicats Madame Fabre m'avait demandé une attention particulière pour ce dossier et on est tous d'accord là-dessus. Je reçois les syndicats de la fonction publique parce qu'il y a des inquiétudes au niveau des impôts. Donc je les recevrai demain à 8h30 les syndicats, ce qui nous amènera peut-être à poser des questions au prochain conseil municipal. Oui. Excuse-moi. Et on n'a pas les éléments. Voter une motion sans voir le syndicat. Je trouve que c'est lamentable. Oui. Non, mais tout à fait. C'est justement la question, on voulait l'inscrire en question diverse, parce qu'il y a quelques conseils où vous nous aviez dit qu'il n'y avait pas de problème, et on s'aperçoit que finalement, il y en a quelques-uns, et l'an passé, tout le monde a un peu fermé les yeux quand le Trésor est parti, mais au fur et à mesure, je crois que les citoyens, ils voient les services publics quitter cette ville, et c'est d'abord le service aux particuliers, je crois, qui est menacé, et on sait très bien que les particuliers et les Pézenas, ils iront peut-être pas à 7 pour avoir ces renseignements-là. On est tous d'accord sur la nécessité, aujourd'hui de maintenir un niveau de service public et d'accueil à Pézenas qui soit le plus important possible. Par contre, pour arriver à avoir ce niveau-là de service, il faut discuter et dialoguer avec les syndicats. Moi, demain, je vais écouter ce que les organisations syndicales auront à dire, parce que pondre une motion sans avoir entendu les personnes des syndicats, je ne sais pas le faire. Donc, par contre, à ce moment-là, on vous proposera la prochaine fois une motion. Comme dit Edith, c'est lamentable qu'on ait à un moment donné un basculement trop brutal de certains types d'accueil sur la ville de Pézenas. Je crois qu'à un moment, il faut que dans un premier temps, on écoute les organisations syndicales, et dans un deuxième temps, on fera à ce moment-là les démarches qu'on aura à faire en fonction de ce qui nous sera dit. Donc je les reçois demain en mairie.
Juste. Vas-y. Pardon. C'était juste une question. On a constaté qu'il y avait des travaux sur le cours. Donc ça faisait suite, je suppose, aux questions qui avaient été posées concernant le fait que le cours s'affaissait. Donc c'était pour savoir où ça en était, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est envisagé, etc. J'avais 2 points, donc vas-y, tu peux répondre à René, parce que j'ai 2 points, oui, je répondrai. Sur le point donc concernant les expertises, donc ce que j'avais demandé, c'est qu'on diligente une expertise pour regarder quels étaient les troubles au niveau du cours, puisqu'on avait constaté tous qu'il y avait des petits, des légers affaissements et des pavés qui disparaissaient. Bon, à l'époque, on savait qu'en attaquant le cours Jean Jaurès, on aurait des difficultés parce qu'il y avait les caves qui venaient sous le cours. Bon, on s'est posé la question de ces caves-là, de voir d'où venaient ces troubles. Et donc, il y a eu une expertise qui a été diligentée à notre demande. Et Mme Maraval peut peut-être dire 2 mots là-dessus. Oui, ça doit marcher. Donc oui, en fait, l'expertise a eu lieu début septembre. À ce jour, on n'a évidemment pas les résultats. Sous un délai de 3 mois, on aura vraiment les résultats. Donc on a enlevé couche par couche pour pouvoir mesurer effectivement tous les horizons jusqu'à arriver au fond de forme. Et ensuite, tous les prélèvements sont partis en laboratoire pour être analysés. Donc à l'heure actuelle, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Est-ce qu'on a activé la garantie décennale quand même sur ce cours? Parce qu'il a 6 ans, il commence à s'effondrer. Je sais pas quels sont les délais et quels sont les prérequis qu'il faut, mais il faut s'en soucier parce que quand bien même il y a des caves dessous, on savait que ça serait risqué. C'est quand même le travail d'un urbaniste ou d'un architecte de prévoir ces éléments-là. Donc à un moment, il va falloir se retourner contre ceux qui ont conçu l'ouvrage. Exactement ce qui est fait, c'est-à-dire actuellement on a diligenté l'expertise et derrière on a saisi les assurances et les maîtres d'œuvre par rapport à ce projet. Donc M. Nicole peut peut-être compléter. Oui, donc la procédure suivie, d'une part on a saisi les assurances des entreprises en question sur ces désordres. La réponse n'a pas été très rapide ni très satisfaisante, donc la ville a procédé à une demande d'expertise judiciaire auprès du tribunal compétent au titre de la garantie décennale. Cette garantie décennale, on est en travaux d'infrastructure, c'est pas la même situation qu'en bâtiment. Ce qu'on peut dire, ça répond à la question d'Armand Rivière, donc on n'aura pas de prescription de la garantie décennale. Voilà. Oui, tout à fait. Si, oui. Juste quand même pour préciser que moi je veux bien qu'on parle des caves, etc. Mais sur le cours, pendant des années à cet endroit-là, on circulait des voitures et il n'y a jamais eu de problème. Donc il se trouve que quand on fait des travaux, on se trouve avec des problèmes. Les caves, elles étaient là avant, quoi. Mais voilà. D'ailleurs, de toute façon, je disais que j'étais moins alerté parce que dans le passé, il y avait ces problèmes de caves qui m'avaient été signalés par M. Duguès. Aujourd'hui, on n'est plus à ce stade-là. Ça, c'était pour le passé, pour expliquer pourquoi on pouvait penser qu'il y avait des petits troubles. Mais la réalité est différente et l'expertise le démontrera. Donc derrière, on s'est retourné tout de suite contre les constructeurs, dans le cadre des dommages, enfin des garanties décennales ou des dommages ouvrages. Voilà. Julie ? Si. Pour revenir au centre des impôts, je voulais savoir, il semblerait qu'il y ait un panneau à vendre, si la ville a une réflexion sur l'acquisition. Il a une réflexion, déjà la ville a demandé, on a fait intervenir M. Strabon, vous le savez, puisque vous avez été sollicité pour ça, sur les dossiers du musée et de la Maison des métiers d'art, parce qu'on avait besoin d'avoir un relevé précis et des propositions d'action sur la musée lapsus Bobby Lapointe, et la Maison des métiers d'art. Donc ça, c'est derrière, on a trouvé la qualité de cet architecte exceptionnel.
Et on lui a demandé aussi de jeter un œil, c'est ça, Mme Maraval, je peux vous compléterez, sur l'hôtel Maréchal de Plantavit, en sachant que c'est un lieu qui est un lieu stratégique, avec d'un côté l'impasse Simon Ducrot, de l'autre la rue et le plan qu'on pourrait faire, ou le mail qui un jour pourrait être réalisé entre la tour de Peyrate et la place du 14 juillet. Donc il y a une réflexion à avoir sur ce qui peut se passer là. Et derrière, donc il y a aussi un lien avec l'hôtel des Barons de Lacoste, parce qu'il y a des communications entre la partie arrière de l'hôtel Maréchal de Plantavit, c'est-à-dire la grande porte où est la plaque indiquant qu'on avait reçu en Autriche, voilà. Donc, au fond de l'impasse Simon Ducrot, il y a derrière une très belle loggia, comme tu le sais. Hein. Et derrière, cette loggia communique avec l'hôtel de Lacoste. Donc, il y a des enjeux divers et variés à prendre en considération, avec des connexions à établir au cœur de la première enceinte, qui sont des connexions particulièrement intéressantes. Donc, comme c'est un lieu d'enjeu, on a aussi procédé à un relevé, je dirais, architectural. Mais enfin, tu peux... Christiane, tu complètes si... Bon, donc on est dans ça aujourd'hui. Derrière, on aura l'occasion, si ça t'intéresse, de participer à la réflexion sur ce lieu. Toute réflexion est bienvenue, sachant qu'on a quand même la volonté de conserver les métiers d'art, hein, l'atelier de Cédric Branchu, là, ou à côté, ou regarder comment on peut conserver cette activité qui est importante pour Pézenas. Et derrière, la volonté d'avoir un passage peut-être entre Simon Ducrot et la rue. Voilà. Mon inquiétude, c'était qu'il n'y ait pas un marchand de sommeil ou quiconque qui achète le bâtiment. Ce serait dommage que la ville passe à côté. Après, on a... L'immeuble est à la ville. Ah, l'immeuble est déjà à la ville. ville. Oui, pardon, j'ai mal dit. Non, l'immeuble est à la ville. Et par contre, donc aujourd'hui, la réflexion, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet immeuble? Parce que c'est vrai que c'est une très belle façade. Quand on aura enlevé tout ce ciment pourri qui est sur parce que tout ça, c'est les années 50, on a massacré cet immeuble. Il y avait un très bel escalier aussi qui a été cassé. Donc une fois qu'on aura enlevé, décrouté tout ça, on va retrouver une belle façade et justement ça peut être avec l'hôtel Alphe de Lacoste où Monsieur Grados veut faire des travaux et éventuellement aménager la terrasse pour faire un rooftop et des choses un peu branchées qui seraient bien pour la ville de Pézenas. On a vraiment une réflexion à avoir sur cette enfilade d'immeubles après se posera toujours la question du hangar à vélo de la famille Chabert qui est à l'angle. Mais ça peut être posé dans un deuxième temps. Pour l'instant, on regarde ce qui est à nous et comment on peut valoriser au mieux ce patrimoine qui est un patrimoine à la croisée de différents enjeux. Après, depuis que nous avons été élus avec Vincent, on a passé un partenariat, la ville et le département, pour l'étude sur la traversée urbaine. Et nous avons, je pense, suite à un appel d'offres, recruté une équipe extraordinaire au niveau des maîtres d'œuvre. Et pour autant, je vois des trottoirs sur l'avenue Aristide Briand qui continuent à se faire. Donc, mon grand-père disait faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais je me dis, quel intérêt, au départ, c'était les réseaux, l'agglo, donc on refait des trottoirs. Mais là, sur la continuité, je ne sais pas si on a repris les réseaux, je n'en suis pas certaine. Tout ça pour imaginer que dans quelques années, voire quelques mois, on détruise pour refaire. Je comprends pas trop. Surtout quand on voit que, voilà, on n'a pas enterré les lignes de l'avenue Camille-Guérin parce qu'il nous manquait 3 sous, tu vois. Voilà. Ma question, c'est est-ce que ça va continuer alors qu'on est en train de faire une réflexion sur la traversée urbaine? Ça va pas continuer. L'idée, ça va peut-être continuer jusqu'à l'octroi pour avancer jusqu'au marronnier quasiment, parce que ça, c'est important d'aller relier jusque-là. Je veux dire, on peut pas non plus figer les choses. Et on avait vraiment, rappelle-toi, l'état des trottoirs devant l'entrepôt. Je veux dire, tu mettais des talons, tu pétais tes talons. Hein, ça fait 2 mandats qui sont pourris, ces trottoirs. Oui, donc, oui, mais le problème, c'est que plus on attend, plus ça se dégrade. Donc, à un moment, il faut bien agir. Bon, donc derrière, la demande a été faite là de travailler pour avoir cette liaison. Ce matin, on discutait aussi avec Mme Maraval sur la place devant le 52 rue Conti, donc devant chez Brinchet pour simplifier. On parlait aussi du transformateur
parce que ce transformateur, il y a des années que ça dure, mais on ne va pas laisser ce transformateur-là pendant 100 ans. Donc on continue à faire des petites choses qui donnent du goût à la ville. Après, sur les trottoirs, c'est pas du temps perdu, mais je cède la parole à Mme Maraval qui peut expliquer dans quel état d'esprit. C'est pas du temps perdu, mais il y a un an, on a repris au 52 les rampes d'accès et accessibilité, et là, on vient de les recasser. Bon, je veux bien, mais... Mais ça, peut-être... on vient de recasser, mais bon, voilà, Madame Maraval, je vous laisse répondre. Donc, pour reprendre globalement sur la traversée urbaine, donc effectivement, c'est un chantier colossal qui est d'une toute autre ampleur, puisqu'en fait, ce qui avait été décidé, c'est d'une part d'acquérir d'ici la fin de l'année le principe d'aménagement global allant du rond-point de la Paix à Saint-Christol, pour faire simple, donc toute la traversée urbaine. Et avec 2 tranches majeures, donc la tranche Faubourg des Cordeliers qui était la tranche opérationnelle 1, la tranche opérationnelle 2 qui est l'entrée côté Verdun, donc côté rond-point de la Paix. Donc tout ça va nous mener au moins à plus 4 ans par rapport à aujourd'hui. Puisque chaque fois, je le répète, donc c'est 80 000 mètres carrés à aménager sur l'intégralité de la traversée urbaine. Donc quand on sait ce que coûtent les aménagements urbains, c'est colossal en termes de budget. Donc là, ce qui a été fait en accord avec les ABF, c'est juste de l'entretien. Donc on a refait à l'identique sans changer même les bordures. Puisqu'après, de toute façon, ça sera refait et reconditionné selon le plan d'ensemble, mais à échéance au moins 5 ans. Voilà pourquoi ça s'est produit comme ça. Et juste un point, ça fait 3 ans que, il me semble, à moins que le FEC, c'est-à-dire le fonds d'aide aux communes de 62 000 € que le département avec Vincent, on défend pour vous. Il me semble que vous le mettez dans la salle des fêtes. Il aurait été bien aimable de voir le petit logo du département avec le logo de la ville sur le panneau du chantier. Autant pour nous, si tel est le cas, autant pour nous. Oui. Donc, est-ce que... Bon... Donc il est temps, on va le faire, et la région aussi, oui. Donc, ça fait 3 ans que les 62 000 € vont à la salle des fêtes, mais bon, voilà, c'est tout. Après, ça avait plaisir, puisque c'est pour les Piscinois. Donc, bien sûr, bien sûr. Bon. Mais je suis très surpris parce qu'en principe, le département a une très belle politique d'affichage quand ils font les choses, et c'est tant mieux d'ailleurs, dont on devrait s'inspirer parce que nous on le fait pas toujours. Donc voilà, mais on prend acte et on corrige dès demain. Dès demain on corrige, messieurs dames. C'est ok. Voilà, merci pour cette très juste remarque, et merci pour l'aide. Juste une question à dernière question de monsieur Verne. Oui. Je voulais le remercier, et monsieur le maire également, de m'avoir invité à un buffet convivial le 11 octobre à midi. Mais moi, à midi, j'ai l'habitude de manger à la maison. Je n'ai pas besoin d'être invité par la ville à un buffet convivial. Alors, le premier carton que j'ai eu, c'était juste l'invitation à un buffet convivial. Bon, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et puis le deuxième, c'est effectivement qui suivra la visite des écoles par les élus de la ville. Alors comme je suis élu de la ville, j'aimerais bien savoir à quelle heure débute la visite des écoles pour pouvoir y participer. Mais les élus de la ville, alors c'est peut-être une confusion de langage parce que c'est l'adjoint aux affaires scolaires et moi-même qui nous rendons dans les écoles, point barre, c'est ça. Avec l'inspecteur, ça c'est une tradition. Le problème, c'est que s'il y avait une commission des affaires scolaires qui se réunissent, où on saurait ce qui se passe au niveau des écoles, etc., bon, ça pourrait aller. Mais comme on ne sait jamais ce qui se passe, si on pouvait aussi accompagner la visite, ça nous permettrait de savoir ce qui se passe dans les écoles. Voilà. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vendredi matin, je vous accompagnerai. C'est pas le but. Le but, c'est de faire un travail de l'exécutif communal et une visite de l'exécutif communal dans les écoles. Voilà. Après, vous êtes conviés au pot, il n'y a pas de problème, et ça va très bien. Ça ne nous dérangera pas du tout. Nous, on peut l'accepter. Il peut venir si ça lui...